Est-ce que vous pourriez nous rappeler dans quelles circonstances et à quelle occasion a été créée la Fondation Louis de Broglie? La fondation a été créée à l'occasion du cinquantenaire des célèbres notes au compte-rendu de l'Académie où il a donné les bases de la mécanique ondulatoire. Et l'idée première en revient à mon épouse qui m'a dit à ce moment-là, tu sais, de Broglie, c'est un nom de fondation. Alors, je l'ai proposé à Louis de Broglie, on a créé la fondation à cette occasion. Donc c'était en quelle année? En 1973. Les notes étaient de 1923. Alors, les premières années étaient très pauvres, parce que nous avions un grand ami, Olivier Borodéret, ancien président du Crédit Lyonnais, qui avait accès aux plus grandes fortunes françaises. Et il nous avait promis de nous aider par une masse budgétaire considérable. Voilà-t-il pas que c'est l'année où, presque tout de suite, que s'est déclenchée la grande crise du pétrole. Et la grande crise du pétrole a provoqué une crise économique, et on n'a eu presque rien. Et le pauvre Borodéret n'a pas tenu parole, mais bien malgré lui, ça n'était vraiment pas sa faute. Donc nous avions très très peu d'argent. Nous en avons eu davantage quand Louis de Broglie nous a légué la maison qu'il possédait à Saint-Germain-en-Laye, qu'il avait achetée avec son prix Nobel. Et curieusement, nous l'avons vendue sur ses indications, et nous l'avons vendue au prix du prix Nobel de l'année. Ce qui montre que les deux choses ont augmenté de prix parallèlement. Alors, au début, nous n'avions pas d'endroit pour nous mettre. Nous étions au Conservatoire des Arts et Métiers, c'était ce qu'on appelle familièrement le CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, chez un élève de Louis de Broglie, Cazin, qui y était professeur et qui était un grand ami à nous, et qui était d'ailleurs vice-président de la Fondation. Le président était lui-même prix Nobel à cette époque, c'était Louis Néel, qui était le maître mondial du magnétisme. Et alors, que dire de plus? Nous étions donc installés très modestement au Conservatoire des Arts et Métiers, mais ça allait très bien. Alors, les missions de la Fondation, la première mission se dit très simplement, c'est de poursuivre l'œuvre de Louis de Broglie. Alors, ce n'est pas simple, parce qu'on ne poursuit l'œuvre de quelqu'un qu'en la trahissant. Parce que si on ne la trahit pas, on ne fait que répéter. Je dois dire très franchement que celui qui a trahi le plus, c'est moi, qui était donc le cofondateur avec Louis de Broglie, et très tard en réalité, avec ma théorie du monopole magnétique, problème auquel Louis de Broglie lui-même n'avait jamais pensé. Néanmoins, cette trahison est relative, étant donné que je m'appuie sur sa théorie de la lumière, qui, elle, était son second bijou, parce qu'il est un des rares physiciens à avoir eu deux grandes idées dans sa vie. La première, c'était la mécanique ondulatoire, et la deuxième, c'était la théorie de la lumière. Cette petite carte postale représente un tableau de Magritte qui est bien fait dans son esprit paradoxal, puisque c'est un homme qui se regarde dans un miroir et qui voit sa propre image de dos et non pas de face. Or, savez-vous que c'est exactement la loi de symétrie d'un champ magnétique? Et j'ai
je connaissais ce tableau, j'ai cherché pendant longtemps une reproduction, c'est la seule que j'ai trouvée et qui est très symbolique pour moi parce que mon monopole se réfléchit dans un miroir comme ce personnage de Magritte. Ici, ces livres ne sont pas à lui, les livres de ce bureau. Ce sont des livres achetés ou donnés par d'autres personnes. C'est à côté que se trouve la bibliothèque avec la partie que je qualifierais de dure de la bibliothèque scientifique de Broglie. Parce qu'il avait plusieurs bibliothèques, évidemment, dans sa maison. Il y en avait une littéraire, il y avait une bibliothèque historique. Il m'a dit un jour, j'ai lu plus de livres d'histoire que de livres de physique. Quand on sait ce qu'il a lu comme livre de physique, on reste rêveur. Et alors, dans les livres de physique, il y avait deux parties. C'est qu'un personnage comme lui reçoit tous les livres qui paraissent. Alors, il y en avait des quantités industrielles qui étaient loin de tous nous intéresser. Et puis, il y avait une partie dure, qui étaient les livres dont il se servait. Et c'est ça qu'il a légué à l'Académie, et l'Académie nous l'a confié ici, dans la Fondation, et c'est la bibliothèque qui est dans la pièce à côté. C'est une dation de sa famille, oui, c'est ça. Mais la dation n'était pas faite à nous, la dation c'est faite à l'État, n'est-ce pas? Mais l'Académie nous a, la famille nous a confié donc les, l'Académie nous a confié les livres en question. On va filmer. La photo de Broglie qui est là, c'est moi qui l'ai prise chez lui dans son cabinet de travail à Neuilly. Et c'est amusant parce que la serviette qui est sur le bureau, c'est la mienne, et les lunettes aussi. La lampe qui est là, c'est celle qui est maintenant dans le bureau ici, avec l'abat-jour de l'époque. La table de travail, c'est la sienne qui se trouve aussi dans le bureau derrière. Et le fauteuil qu'on aperçoit juste un peu, c'est celui qui est derrière là-bas. Celui-ci, le tableau qui est derrière lui, représente un duc de Broglie dont j'avoue que j'ai oublié le prénom, mais qui était un ministre de Louis XVI, qui devait être le ministre des Armées de Louis XVI, à mon avis. Alors, les autres missions, eh bien, c'était d'abord de répandre les idées de Broglie. Par conséquent, nous avons fait beaucoup pour la publication de certains de ses livres, pour écrire des articles où nous parlions de ses travaux et de ceux de ses élèves. Nous avons fait un grand nombre de colloques dans lesquels, évidemment, on invitait des gens qui racontaient leurs propres travaux sur les sujets qu'on proposait dans les colloques. Donc, ce sont en somme les missions d'un laboratoire scientifique qui a un maître. Et donc, ce maître était dans une position de vedette, mais ce qu'il faut surtout dire, que entre nous, ses élèves, nous l'appelions le patron, alors qu'il n'a jamais été un patron. Il était un maître, pas un patron. Et c'est pas du tout quelqu'un qui commandait, et surtout pas quelqu'un qui commandait sur les problèmes scientifiques. Chacun de nous était libre d'avoir ses propres idées et de les poursuivre à sa manière. Il m'est arrivé d'ailleurs
d'être en désaccord avec lui, ça n'avait aucune importance. C'est-à-dire quand j'étais en désaccord avec lui, je le lui disais, on en discutait, et puis s'il n'y avait pas d'idée commune qui ressortait, eh bien ma foi, chacun restait sur les siennes sans qu'il y ait de conflit quelconque qui apparaissent. Ce sont donc les principales missions. Alors, dans ces missions, il y a même, y compris, des expositions. Il y a eu une exposition Einstein au Palais de la Découverte, une exposition de Broglie. On faisait des grandes conférences au Palais de la Découverte. Il était un orateur vedette du Palais de la Découverte. Et j'ai eu l'honneur de le devenir après lui. Vous vous souvenez de la jolie histoire que j'ai racontée de Dirac à Moscou? Oui. Oui, qui a écrit sur le tableau noir, on lui a demandé d'écrire une pensée. Il a écrit Physical laws should have mathematical beauty. Et après, ça a été la panique. On a fermé le bureau à clé. on a fait venir des ouvriers. On a mis un cadre, on a mis un verre. La tapisserie que vous avez devant vous a été brodée par la duchesse de Broglie, mère de Louis de Broglie. Et elle vous a été offerte par la famille de Dupé. Alors, ce que nous poursuivons actuellement depuis, je ne sais plus quand, depuis les années 80, je pense, ou quelque chose comme ça, ce sont des travaux sur le monopole magnétique que j'ai initiés à partir de travaux que j'avais poursuivis du temps de Broglie en, tenez-vous bien, 1956, je crois. Et que j'ai longtemps laissé de côté et qui ont retrouvé vie à un moment donné. Et j'ai fait la théorie de ce monopole, mal acceptée de la communauté scientifique, parce que ce n'est pas le monopole qu'on attendait. Le mien est léger, celui qu'on attendait était lourd. On l'attendait, mais on ne l'a jamais vu. Alors que le mien, on l'a vu, il a été vu dans de nombreuses expériences. Nous sommes arrivés au point actuellement où nous avons construit un accélérateur de particules, un accélérateur de monopole, qui est évidemment le premier au monde, et que je me plais à appeler l'accélérateur d'une particule qui n'existe pas. On est en train de l'installer sur le territoire de ADS Airbus, plus précisément sous l'autorité d'Astrium, qui est une dépendance de ADS, et je dois dire que c'est la marque de la liberté d'esprit et de la vue vers l'avenir de la société EADS, à laquelle je suis profondément reconnaissant. Il y a d'abord des applications à la physique nucléaire. Ensuite, il y a des applications à l'électronique. Parce que un monopole comme ça peut jouer un rôle, et jouera certainement un rôle très important, pour la raison suivante. C'est que l'électromagnétisme a été fondé sous sa forme moderne par Maxwell. Avant lui, il y avait Ampère, Faraday, il y avait d'autres très grands savants, mais disons que le génie central de l'électromagnétisme, c'est Maxwell. Cet électromagnétisme tel que nous le connaissons est basé sur l'électricité, et même précisément sur l'électron, pour des raisons qui ne dépendent de personne, qui correspondent simplement aux facilités d'observation de la nature. Donc, le magnétisme a été considéré toujours comme une conséquence de l'électricité, ce qui n'était pas du tout le point de vue de Maxwell. Maxwell, lui, considérait qu'il devait y avoir des particules magnétiques.
Il n'a jamais prononcé ce mot, mais la signification se trouve dans son œuvre. Moi, j'ai eu l'autre grand personnage de ce point de vue a été Pierre Curie, dont la célébrité est un peu écrasée par la découverte du radium, mais on oublie qu'il a fait d'autres grands travaux, notamment sur les lois de symétrie en physique. Et donc ce que j'ai fait, principalement, c'est de trouver les équations qui décrivent le monopole en question et qui permettent d'en étudier les lois, les applications, etc. Et je suis pour ça principalement en relation avec des brillantes équipes russes qui ont fait quasiment toutes les expériences qui découlaient de ma théorie et d'autres qui étaient de leur initiative, qui s'accordaient avec mes points de vue, mais qui étaient inventés par eux. Les deux principaux personnages sont Orodskoyev et Ivoilov, qui sont des très grands expérimentateurs. Je dois dire qu'avant mes amis russes actuels, j'avais un interlocuteur de choix qui était ni plus ni moins que Louis de Broglie lui-même. Avoir cette chance, c'est complètement extraordinaire. C'est pour ça que je n'ai jamais été professeur d'université, parce que pour être professeur, il aurait fallu que j'enseigne dans une ville de province, et plutôt que de quitter le privilège que j'avais avec Louis de Broglie, j'ai refusé d'être professeur. Et peu de temps avant que je ne parvienne à l'idée du monopole magnétique, j'ai raconté des recherches préliminaires à de Broglie. Il m'a écouté et il m'a dit « C'est dommage qu'Einstein soit mort, ça l'aurait intéressé. » Et je dois vous avouer que je suis rentré à la maison en déclarant à ma femme « J'ai eu la moitié d'un prix Nobel aujourd'hui ». Je dois dire que avoir ce compliment de la bouche de Broglie en citant Einstein, c'était la plus grande chose qui me soit jamais arrivée en physique. Très belle Oui, oui. va... C'était un secret de famille jusque-là. Oui, oui. C'est pour ça que je lui suggère Oui. Et mais, ma phrase est correcte, hein, je suis vraiment rentré en lui disant j'ai eu la moitié d'un prix Nobel. Il